Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre sensei, Spades, et pour m'accompagner, j'ai sélectionné le meilleur petit scarabée disponible dans le dojo de la culture comics, Crépigeon. Bonjour Spades. C'est raciste ça, mais je on en reparlera plus tard. Démerde-toi pour le couper. Mais pourquoi tu prends cet accent exactement, hein? Est-ce que ça a un rapport avec le comics dont on va parler aujourd'hui? Ah oui, parce qu'on parle de comics, donc de la bande dessinée américaine, mais c'est un comics très fortement inspiré par la culture japonaise dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de Last of the Dragons. C'est une mini-série en 6, des épisodes très courts, ils font chacun 8 pages, et c'est paru entre 1982 et 1983 dans le magazine Epic Illustrated. Et la série est l'œuvre de Carl Potts avec l'aide de Dennis O'Neil au scénario. Et c'est quoi l'histoire en gros de The Last of the Dragons? Alors ça se situe au Japon durant le 19e siècle, et l'histoire suit un groupe de moines, pas très gentils, qui appartiennent à une espèce de secte, qui entraînent des dragons avec comme projet de les emmener en Amérique afin d'y commettre des crimes. Normal. Ah, oui, très normal. Et un ninja américain qui va être accompagné d'un vieux samouraï, ils vont tenter de s'interposer à ce plan. Mais pour moi, ce qui fait vraiment de ce comics un événement en soi, c'est pas tant l'histoire, qui est sympa, hein, mais c'est surtout la caractérisation du Japon du 19e siècle et la représentation des dragons, typiquement japonaise. Et à l'époque, ça sortait vraiment des canons habituels, parce qu'on était habitué à une caractérisation occidentale des dragons. Et ça, on le doit à Carl Potts. Oui, justement, tu parles d'un ninja américain, on devrait plutôt dire nippo-américain, parce que de mémoire, il est métis. Il est métis, c'est vrai. Et ça a peut-être une influence sur Carl Potts, ce métissage. Oui, alors on va revenir sur les origines de Carl Potts. Il est né en 52 en Californie, c'est là où il a grandi, mais c'est à New York qu'il va effectuer ses études et il va recevoir là-bas une licence en écriture créative et en édition à l'Empire State College. Alors, c'est pas une très grande université à New York, mais bon, voilà. Il a eu son degré. Et lui, il était aspirant auteur et dessinateur, et comme beaucoup de gens qui veulent devenir dessinateur ou auteur, il va commencer sa carrière en écrivant des fanzines. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois dès qu'on parle d'un auteur, et c'est vrai qu'à cette époque-là, en tout cas, c'est comme ça qu'on était repérés. Hein. Mais dis-toi que nous, c'est plus ou moins un fanzine audio qu'on fait, donc on va peut-être être repérés par Marvel, hein, au bout d'un moment. C'est pas faux. Bon, je sais pas si j'ai des bonnes histoires à raconter. En 75, il va mettre un pied dans le monde du comics en dessinant tout simplement des décors pour un épisode de, alors attention, c'est assez drôle, de Richard Dragon, Kung Fu Fighter. Il est prédestiné avec les trucs asiatiques, oui. C'est ça. Alors, c'était scénarisé par Dennis O'Neil. On va revenir sur le monsieur, et c'est dessiné par Jim Starlin. Donc ça va, il a commencé par faire des décors, mais il avait une équipe un petit peu all-star autour de lui. Et c'est là qu'il va s'installer définitivement à New York pour rejoindre le studio Continuity. Alors je sais pas si tu connais ce studio. Le patron de ce studio, c'était rien que moins que Neil Adams. C'est le fameux studio où Frank Miller débarquait pour lui montrer ses planches. C'est ça. Alors la particularité de ce studio, c'est qu'ils faisaient pas que des comics, mais ils étaient notamment spécialisés dans les magazines en noir et blanc. Et notamment, Carl Potts, il va travailler sur des adaptations de séries télé populaires. Et il va travailler sur L'homme qui valait 3 milliards en comics, ou Cosmos 1999. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait les storyboards pour ces comics-là. Donc il faisait pas les travaux finis qu'on voyait dans les magazines, mais il faisait aussi des illustrations pour les grandes agences de pub de New York, ou pour les magazines, ou pour des livres. C'était pas un très grand dessinateur, Carl Potts. Il était plus là pour faire juste quelques pages par-ci par-là. C'était un feeling artiste, quoi. C'est ça. Mais tu crois pas si bien dire, parce que en fait, entre 75 et 83, il va travailler dans le comics mainstream, mais si peu en fait qu'il va en moyenne faire un comics par an. C'est juste parce qu'en fait il était trop occupé à faire ses illustrations pour les agences de pub dont je parlais, mais lui il était attiré par l'art séquentiel. Et il va finalement rejoindre Marvel et son staff éditorial en 83, donc pas en tant qu'artiste, mais vraiment en tant qu'éditeur. C'est là qu'il va aider à développer et à découvrir des jeunes talents. Alors, on lui doit quand même quelques grands noms, hein. On lui doit notamment Jim Lee, Mac Mignola ou Art Adams. On peut choisir pire pour un début quand même. Hein. C'est ça. Bon, après, je suis pas en train de dire que c'est grâce à Carl Potts que ces gens-là ont percé, hein. Ils auraient probablement percé de toute façon, mais c'est Potts qui les a découverts et qui les a lancés chez Marvel. Mais comme dit Dennis O'Neil, qui est un autre grand éditeur chez les deux firmes de toute manière, le travail d'un éditeur, c'est de faire du bon travail de manière invisible. Ouais. Et découvrir des talents, c'est comme la base de tout. Et que ça soit O'Neil ou Potts, hein, de toute façon, ils sont tous les deux fait un super boulot à ce niveau-là. Ouais, mais vraiment, lui, on lui doit une chose en particulier, parce que dans ses premières années, il va faire beaucoup de titres très connus, mais alors c'est lui qui va avoir l'idée de développer le Punisher en tant que personnage de premier plan. Parce que Punisher, jusqu'à ce que Carl Potts arrive en tant qu'éditeur, c'est un personnage qu'on voyait en guest, notamment dans Spider-Man ou Daredevil. Mais c'est lui qui s'est dit, ce personnage, il a un potentiel pour être un vrai anti-héros, on va en faire des séries. À tel point qu'à un moment, il va avoir jusqu'à 3 titres mensuels sur le personnage, que lui-même va chapeauter, plus des mini-séries, plus des graphic novels. Il avait un peu du nez, pour le coup. Ah ouais, là, on peut pas dire le contraire, parce que quand on voit encore la popularité à l'heure actuelle du personnage, et ça, on le doit vraiment à Carl Potts. Alors, parmi les autres titres qu'il a édités à l'époque, il a tout fait chez Marvel. Il a fait du Hulk, du Strange, des Defenders, Moon Knight, et il est surtout connu pour son long travail en tant qu'éditeur sur Alpha Flight.
Oui, la division Alpha en français. C'est ça, c'était les espèces d'Avengers du Canada. Voilà, c'est ça, une de mes séries préférées quand j'étais gamin. C'était cool. Il y avait un nain qui faisait tout le temps la gueule, c'était cool. Alors, on parle de son travail d'éditeur, Karl Potts, mais comme je le disais, c'est aussi un artiste et aussi un auteur. Et donc, il a pas, dès son arrivée chez Marvel, il n'a pas complètement abandonné son idée de sortir des comics. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'après ses heures de travail, il va écrire et produire quelques épisodes pour Marvel. Et donc, c'est à cette époque, dès son arrivée dans le staff éditorial, qu'il va développer Last of the Dragons, dont on va reparler. Et toujours en 83, avec Alan Zelenetz et Frank Sirocco, ils vont lancer une série qui a pour concept la Légion étrangère dans l'espace. Et c'est comme ça que va être née la série Alien Légion, qui est publiée chez Epic Comics. Qui, je crois, était optionné pour être adapté au cinéma. On va en reparler de ça justement. Alors l'idée derrière Alien Légion, c'est de faire en fait une extrapolation géante de la société américaine et de son melting pot. Et en gros, on a différentes races et cultures qui travaillent ensemble pour le bien commun, en traitant les avantages et les inconvénients que ça peut provoquer, que la diversité peut provoquer. Donc en gros, un anti-Starship Troopers, quoi, sur le concept. C'est exactement ça. Et c'est une série qui a connu son petit succès, et des auteurs connus s'y sont succédés. Il y a eu Chuck Dixon, Larry Stroman, et en tant qu'artiste, on a eu Terry Austin, notamment, ou Scott Hanna qui sont passés dessus. Donc, c'est pas mal. Ça va, ouais. Il y a du bon. Oui. Alors, on va revenir à Last of Dragon, toujours à l'année 83. Et à l'époque, Karl Potts s'intéressait beaucoup à la culture nippone. Tu l'as dit, en fait, tu l'as sous-entendu tout à l'heure. En fait, c'est en raison de son héritage personnel parce que sa grand-mère maternelle était japonaise. Alors, à cette époque-là, lui, il allait beaucoup au cinéma pour regarder des films de samouraï. C'est vrai qu'il y a une espèce de mode pour le Japon qui sévissait à cette époque-là aux États-Unis. Et il lisait beaucoup de livres sur l'histoire et les arts martiaux japonais, et il prenait aussi des leçons de karaté. Donc, il s'est dit, je vais essayer de raconter une histoire sur ce pays qui me fascine autant. Donc il va d'abord travailler sur l'intrigue de base de Last of the Dragon, il fait quelques dessins préparatoires, et il va voir son pote Terry Austin qui bosse dans le même studio que lui, et il va lui proposer d'ancrer le projet. Et Terry Austin, il voit les dessins, il fait « Oh là, oui, tout de suite, oui, je veux le faire ». Sauf que Terry Austin, c'était un des encreurs les plus demandés de l'époque. Ouais. Alors c'était à la fois génial pour Karl Potts parce que ça veut dire que ça lui ouvrait beaucoup de portes, de savoir qu'il y a un jeune auteur qui a encore rien sorti, mais bon, l'encreur star de l'époque accepte d'ancrer mon travail, donc ça va être plus facile de le vendre. Le problème, c'est qu'il est tellement occupé, c'est qu'il a pas le temps de le faire. Donc ça va pas aider à ce que le projet avance très vite. Alors, une fois qu'il a fini de crayonner son premier chapitre, Karl Potts, il va présenter Last of the Dragon à Archie Goodwin, qui est l'éditeur de Epic Illustrated, qui est en gros la division Creator-Owned de Marvel de l'époque. Je vais l'expliquer tout à l'heure à quoi correspond cet imprint. Et Goodwin, il a bien aimé tout de suite le concept de la série, et il accepte de la publier à la condition que tous les chapitres soient terminés. Et c'est là que les problèmes vont arriver pour Karl Potts, parce que autant il avait complètement confiance en son histoire, autant il était beaucoup moins sûr de lui lorsqu'il s'agissait de dialoguer les scripts. Du coup, il est allé au culot, il a demandé à Archie Goodwin, ok, fais-moi les dialogues. Ça va, ça pourrait être pire comme dialoguiste aussi. Archie Goodwin, c'était un auteur quand même qui avait fait du Batman, enfin c'était pas n'importe qui. C'est une des plus grandes légendes du comics, hein, donc. C'est ça. Et Archie Goodwin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a dit non. Oh. Alors, il a dit non. Par contre, il lui a dit à Karl Potts, bon, j'aime bien ton histoire, ça a du potentiel, mais ce serait bien, il lui a dit poliment, hein, tu trouves quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui a un peu d'expérience, parce que toi, t'es encore un petit peu vert. Alors Karl Potts, lui, il a pas trop confiance justement dans ses qualités de scénariste, mais par contre, on peut pas lui reprocher d'avoir mauvais goût. Donc du coup, il dit, mon scénariste préféré, c'est Archie Goodwin, il a dit non. Mon second scénariste préféré, c'est Dennis O'Neil. Donc je vais aller voir, je tape à la porte de Dennis O'Neil, qui lui, il a adoré tellement les dessins qu'il a fait. Mais on va revenir sur les dessins 2 secondes. Hein. On va juste dire que c'est absolument somptueux tout le long de l'album. L'album est très court, hein, donc en tout il y a 6 fois 8 pages, donc c'est vraiment très très court, mais c'est vrai que chaque planche c'est vraiment c'est du génie. Graphiquement, c'est une touche très classique pour le comics, mais c'est vraiment poussé au maximum. Il y a très peu de dessinateurs de l'époque qui auraient pu se permettre ça. Au final, de l'aveu même de Dennis O'Neil, il a pas tant changé les scripts que ça. Il a plus travaillé en tant que script doctor qu'en tant que réel scénariste sur le titre. En fait, il réécrivait les dialogues qu'il jugeait parfois un peu faibles, et il a rajouté en plus une certaine dose de philosophie orientale qui manquait un petit peu au script original. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal dans le titre, et ça a un petit côté, j'allais dire un peu désuet, qui est assez sympathique, mais ça le rend un peu plus profond en tout cas. Alors en 89, Potts, il va être nommé rédacteur en chef en charge de l'imprint Epic, mais également environ un tiers des titres Marvel. Hein. C'était vraiment quelqu'un de très important chez Marvel dans les fin des années 80, début des années 90. Mais au milieu des années 90, il va quitter Marvel. Il va quitter même carrément le monde des comics pour devenir directeur créatif chez VR1. Alors, peut-être VR1. C'est une société de jeux en ligne massivement multijoueur. C'était vraiment le tout début de ce concept. Oui, début des années 90, oui. Il devait pas y avoir grand-chose. Hein. Il va quand même garder un tout petit pied dans le monde des comics qu'il connaît si bien, parce qu'il va travailler en tant que consultant. Et en 2013, c'est un grand connaisseur de l'univers Marvel, il va publier The DC Comic Guide to Creating Comics.
Alors je l'ai feuilleté le bouquin. En fait, c'est plus. Alors, il prend DC comme prétexte, mais c'est surtout un guide pour apprendre à raconter une histoire de manière visuelle. Donc on pourrait l'adjoindre à la liste de tous les manuels type Understanding Comics, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Alors actuellement, il travaille en tant que consultant toujours. Il travaille notamment pour HarperCollins, Tokyo Pop ou Funrise Toys, et il enseigne les arts visuels à la NYC. Et son grand rêve, tu en parlais tout à l'heure, c'est de voir enfin adapter Alien Legion en film. Et les droits ont été achetés par Jerry Bruckheimer, mais ça fait déjà quelques années maintenant. Ah, non, il me semble que Sony a racheté les droits l'an dernier. Ah bah tu vois, tu as plus d'informations que moi. J'ai vu ça passer, mais après, encore une fois, ça va tomber dans le L-Development. En tout cas, Alien Legion existe toujours. Hein, le comics existe toujours. Il est édité par Titan Comics en ce moment. Par les Anglais? Ouais, c'est ça. Ok. C'est bon à savoir. Ça peut être intéressant de le traiter un jour. Mais donc, on parlait beaucoup de Dennis O'Neil. On en a déjà beaucoup parlé. Je vais peut-être un peu développer sur lui pour maintenant. Ah ouais, là, on va parler d'un de mes auteurs fétiches. Oui, non, je crois que de toute manière, quand t'aimes les comics, t'es obligé d'aimer Dennis O'Neil. Ouais. Donc, il est né le 3 mai 1939, ce qui lui fait 78 ans, à Saint-Louis, dans le Missouri. Il est le fils d'un épicier catholique qui avait l'habitude, lors des dimanches après-midi, de l'emmener avec lui à l'épicerie familiale pour qu'il file un coup de main. Bon bah Denis, lui, il en profitait surtout pour prendre 2-3 comics, se foutre dans un coin de plaisir. C'est une manière comme une autre d'aborder le sujet, hein. Et en fait, ça va le faire s'intéresser beaucoup au style narratif, et il va justement étudier pour obtenir un master en littérature anglaise, écriture créative et philosophie, avant devine faire quoi? Aucune idée. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce genre de diplôme? Bah rien. Bah pour ça, lui, il est parti à la Navy. Il a été faire l'armée. Ouais. C'était en quelle année aussi? Alors remarque, non, il est né en 39, donc il a pas fait la guerre. Hein, il a peut-être fait la guerre de Corée. Non, mais il a participé au blocus de Cuba durant la crise des missiles. D'accord. Donc il va faire son service, et suite à ça, donc il sort de l'armée, il cherche un boulot, il a des diplômes dans l'écriture, il va rejoindre la rédaction d'un journal missourien. Oui, les habitants du Missouri, on appelle ça des Missouriens. Dans lequel il va écrire des chroniques jeunesse, notamment toute une série d'articles sur le retour en grâce des comics de super-héros, qui vont attirer l'attention de Roy Thomas. Donc Roy Thomas, célèbre éditeur, scénariste et auteur de chez Marvel, qui va être très très impressionné par la manière d'écrire de Dennis O'Neil. Donc Roy Thomas, en rentrant à New York, il va voir son patron, donc un certain Stan Lee, et lui dit « Ce mec-là, tu l'appelles et on lui fait passer un test de scénariste. » O'Neil reçoit la demande de Stan Lee, et totalement pour la déconne, parce qu'il a rien d'autre à foutre, et puis il a pas envie de faire les mots fléchés cet après-midi-là, il va écrire une histoire des Fantastic Four de 4 pages, grâce à laquelle il va se retrouver embauché par Marvel. Donc il arrive dans la maison des idées au milieu des années 60, à un moment où Stan Lee commence à avoir du mal à écrire l'intégralité des titres Marvel. Ah, c'est vrai qu'il écrivait tout, le Stan, à cette époque-là. Ouais. Du coup, en fait, comme il en a marre d'écrire ça, il se repose de plus en plus sur Roy Thomas. Ouais. Mais Roy Thomas commence à se reposer un peu sur O'Neil. Ouais. À tel point qu'au bout d'un moment, Stan Lee va regarder O'Neil et puis il va lui dire je me casse en vacances, Daredevil 18, j'ai écrit que 7 pages, faut que tu fasses le reste. Et donc, il se retrouve à, comme ça, vraiment faire quasiment un numéro complet de Daredevil 18, juste pour remplacer Stan Lee, qui lui a accordé sa pleine confiance. Il va continuer à bosser pour Marvel en tant qu'auteur, mais à côté de ça, il va intégrer l'écurie de Charlton Comics, parce que les contrats avec Marvel se font rares. Et il va continuer de faire quand même quelques titres chez eux, notamment, en fait, il va faire le X-Men 65, où il va faire revenir sur le devant de la scène le professeur Xavier, qui avait plus ou moins disparu. Il va collaborer pour ça avec un auteur qui va devenir indissociable de sa carrière. Je te laisse deviner qui. Neil Adams. Bien sûr. Et le truc, c'est que tout en continuant d'écrire 1 ou 2 titres pour Marvel, il continue de bosser aussi pour Charlton, qui est à l'époque dirigé par un certain Dick Giordano, qui est donc aussi une légende des éditeurs, qui va devenir éditeur en chef de DC Comics. Et tous les freelances qu'il avait avec lui chez Charlton, vous venez avec moi. Neil se retrouve comme ça, du coup, chez DC. Il va bosser avec Neil Adams, qu'il a rencontré donc sur l'X-Men, pour travailler sur son travail le plus célèbre. Bon non, c'est tout nul ça. Voilà. Green Lantern, Green Arrow, non, c'est nul, faut pas lire ça. Ouais, faut déjà écouter notre numéro sur Longbow Hunter et après aller lire. Voilà. Non, ça c'est un monument du comics, c'est un des runs les plus importants de l'histoire du comics. Et surtout en fait, ce run est assez emblématique de la qualité de son travail et de l'influence qu'il va apporter au médium en tant qu'auteur comme éditeur. Il a toujours le désir d'apporter du réalisme et de la profondeur dans les personnages sur lesquels il travaille. C'est notamment lui qui va ramener le côté sombre de Batman. Ouais. Ah oui. Parce que c'est vrai. Années 60, on a quand même Batman 66 qui cartonne à la télé, et les comics se sont mis au diapason. Si l'humour ça marche à la télé, il y a pas de raison que ça marche pas en comics. Et lui en fait, quand il va se retrouver sur le titre avec Neil Adams, me semble-t-il aussi, il va établir la théorie qu'en fait Batman n'est absolument pas le masque de Bruce Wayne, mais qu'en fait Bruce Wayne c'est le masque de Batman. Donc ça va apporter vraiment une profondeur au personnage, où là le personnage est maintenant totalement investi dans sa mission. C'est plus juste un type qui se cosplay pour
pour aller tabasser les méchants. Ah bah il redéfinit complètement le personnage et on en est toujours là en fait. Voilà. Il y a eu bien évidemment Frank Miller est passé par là, mais Frank Miller n'a fait que continuer ce qu'avait initié Dennis O'Neil. Bah à tel point qu'en fait Frank Miller a écrit on va dire une période de fin de Batman avec Dark Knight Returns où Bruce Wayne devient un criminel hors la loi et en fait Dennis O'Neil, lui, il avait établi un passé de semi-criminel à Bruce Wayne en le liant à la Ligue des Ombres et notamment en créant le mentor de Batman. Ouais, Ra's al Ghul. Tout à fait. Donc on peut réellement faire des parallèles entre son travail et celui de Frank Miller. Il va non plus pas hésiter à utiliser des héros noirs et à les créer pour l'occasion. Notamment, il va créer le personnage de John Stewart dans Green Lantern. Ah, je savais pas que ça venait de lui, ça. Si, c'est lui et O'Neil qui ont créé le personnage spécifiquement pour Green Arrow, Green Lantern. Et dans Iron Man, en fait, il va utiliser un personnage totalement secondaire, Tim Rhodes, qui est juste le contact Iron Man avec le gouvernement, et il va en faire le remplaçant de Tony Stark quand il ne sera plus capable d'assumer son rôle de Iron Man. Et surtout, en fait, lui, son truc, c'est surtout de parler de problèmes réels. C'est bien beau de parler d'histoires de personnes avec des pouvoirs, mais il y a des problèmes réels qui méritent d'être traités, surtout quand on s'adresse à des adolescents. C'est peut-être une bonne manière de les prévenir de ce qui se passe. Donc, notamment, la fameuse histoire de la drogue dans Green Arrow, Green Lantern. Avec Speedy. Eh oui, dans Iron Man, dont il va reprendre le scénario, alors que quelques années avant, on avait donc Tony Stark qui avait vaincu son alcoolisme, lui, il va le faire replonger dans l'alcoolisme. Et pour bien montrer qu'en fait, l'alcoolisme, c'est une vraie maladie, tu ne peux pas gagner contre l'alcoolisme. Une fois que tu as été alcoolique, tu le restes, point. C'est le fait d'utiliser des personnages noirs, ça va lui permettre, en fait, de parler de la difficulté d'être noir en Amérique, malgré le fait que, c'est le pays de la liberté, puis ça s'est vachement amélioré depuis la ségrégation, en fait, non. Lui, il montre qu'il y a toujours des gros problèmes durant les années 80. En tant qu'éditeur, il va surtout contribuer à structurer l'univers de Batman de manière cohérente. Il va être responsable notamment de la décision de la mort de Jason Todd. Ah, c'est à lui c'était Jim Starlin au scénario d'ailleurs, si je me souviens bien. Oui, et c'est lui l'éditeur en chef qui a dit, écoute, on fait l'histoire du téléphone et puis ça sera les lecteurs qui vont choisir. Les lecteurs qui vont décider, du sort. Et ça s'est joué à très peu de votes, si je me souviens bien. C'est vrai, oui, ça a été vraiment très limite, mais bon, malheureusement Jason Todd est mort, ou plutôt heureusement parce qu'il est revenu à la vie en personnage beaucoup plus intéressant que ce qu'il était à l'époque. Ouais. Mais surtout, en fait, lui, quand il était chez Marvel, il était en train de s'occuper d'une série un peu moribonde. Donc il décide de virer le scénariste en place pour laisser le dessinateur, en fait, s'occuper de tout. Donc la série, c'est un titre qui s'appelle Daredevil. Eh oui, Frank Miller. Ouais. Je te voyais venir en fait. Il a dégagé Mackenzie pour mettre Frank Miller à la place. Et non seulement il a mis Frank Miller à la place en tant que scénariste, mais aussi il lui a dit, quand Frank Miller lui disait j'aimerais bien faire ça comme style de dessin, mais ça colle pas avec le style qu'on fait habituellement. Lui il disait t'inquiète. Tu sens qu'il faut le faire comme ça, tu fais comme ça. Et en fait, Dennis O'Neil est responsable de la révolution que va être Frank Miller dans les comics, quoi. C'est comme je le disais plus haut, en fait, pour lui, le boulot d'un éditeur, c'est d'être là en soutien des auteurs, mais de manière totalement invisible. Et quand tu te penches sur le travail qu'il a fait, tu te rends compte à quel point on lui doit beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on lui doit beaucoup de choses encore. Il reste énormément impliqué dans le social, notamment. Et surtout, en fait, il a créé la Hero Initiative. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, pour expliquer à nos auditeurs, la Hero Initiative, c'est une association qui apporte une aide financière aux auteurs et artistes de comic book âgés et dans le besoin. Tout simplement, ils organisent plusieurs événements. Sur leur site, on peut acheter des artbooks dont tous les bénéfices vont dans une caisse pour aider tous les auteurs qui ont du mal à s'en sortir financièrement maintenant. Ah, notamment les auteurs qui ont des accidents ou qui sont touchés par la maladie. On est aux États-Unis, donc la couverture sociale, elle est pas toujours au top, on va dire. Et c'est grâce à ce fonds que beaucoup d'auteurs ont pu remonter la pente. Et puis il faut se dire aussi que tous les auteurs et tous les dessinateurs ne sont ni des Jim Lee ni des Brian Michael Bendis. Donc ils ont besoin de ça. D'ailleurs, on mettra le lien du site dans le billet, puis vous irez jeter un œil. Et s'il y a 2-3 trucs qui vous plaît au niveau des artbooks, n'hésitez pas, quoi. C'est pour une bonne œuvre. Et ça vaut le coup d'œil, franchement. Ouais. Tu nous parlais de Epic, Dennis O'Neil, lui, il a pas travaillé dessus, mais c'est quoi exactement Epic? Alors Epic, c'était une anthologie de comics, on a beaucoup parlé des anthologies déjà, qui sortait au format magazine et entre 1980 et 1986, et c'était un magazine qui était détenu par Marvel. Alors ça a duré 34 numéros, mais alors ce qu'on a un petit peu tendance à oublier, c'est que dans les années 70, Marvel, en fait, on a publié beaucoup des magazines. Oui. Parce que tu en as parlé dans le numéro précédent, en fait, à l'époque, c'est vissé, j'utilise le mot à dessein, le Comic Code Authority, et pour passer outre, Marvel, en fait, quand il voulait raconter des histoires un petit peu plus
Adulte. Un petit peu plus musclés, j'allais dire, ouais, voilà, adultes, ils sortaient leurs histoires dans des magazines parce que les magazines n'avaient pas besoin du sceau du code pour être publiés. Alors ils avaient toute une série de lignes de magazines qui étaient principalement publiées en noir et blanc pour des raisons de coût, et on retrouvait des titres d'horreur, d'heroic fantasy, de sorcellerie, de science-fiction, tout ce qu'on veut. L'idée, c'était vraiment pour eux de concurrencer Warren qui dominait le marché, la tête et les épaules avec ses 3 titres de l'époque, les 3 titres phares, Eerie, Creepy, puis Vampire est là. Mais bon, Marvel, ils avaient un peu plus d'argent que Warren, donc leur idée, c'était d'inonder le marché pour se l'approprier. Marvel a un petit peu toujours fait ça d'ailleurs. Oui. Donc on avait, comme tu disais, un format beaucoup plus adulte que dans les comics. Par contre, c'était à tel point que c'était pas rare de trouver du blasphème, qui est assez léger, hein, mais tout de même, de la nudité partielle, et puis par contre beaucoup plus souvent une violence assez graphique. Oui. Alors les magazines n'avaient pas sur leur couverture le nom de Marvel, mais sortaient sous le nom Magazine Management. Par contre, tous les artistes et auteurs de Marvel de l'époque étaient appelés à contribuer pour ces magazines. Mais pas seulement les artistes et les auteurs, on avait aussi les personnages des comics Marvel qui faisaient des apparitions dans les magazines. En plus de ces fameux titres d'horreur, on a eu d'autres types de magazines qui ont connu quand même une grande gloire. On peut citer Savage Sword of Conan, qui a duré très longtemps. Oui, oui. The Deadly Hands of Kung Fu. On revient toujours au titre un petit peu à inspiration asiatique. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, d'ailleurs. Et il y avait aussi un magazine, Planet of the Apes, qui surfait sur le succès de tous les films Planète des Singes. Et du coup, un petit coucou à notre copain Dr Zaius. Allez écouter son podcast dédié à la planète des singes. Il n'est pas impossible que l'un d'entre nous y fasse une apparition un jour. Oh, teaser. Alors cette ligne de magazine, elle a vraiment bien fonctionné, hein, comme je le disais dans les années 70, mais vraiment surtout entre 74 et 77. Mais le problème, c'est que Marvel, eux, leur fonds de commerce, hein, entre guillemets, c'est les comics, c'est pas vraiment les magazines. En fait, ils se servaient surtout de cette gamme-là pour faire décoller les jeunes artistes. Et ils n'avaient pas vraiment une énorme ambition pour leur ligne, à tel point qu'à la fin des années 70, à l'exception de Savage Sword of Conan, ils ont tout arrêté. On en arrive à 80. Par contre, ils sentent qu'il y a un besoin, c'est un petit peu dans l'air du temps, de entre guillemets, récompenser leurs bons auteurs en leur laissant publier des histoires un petit peu plus adultes et en plus dans lesquelles ils pourraient garder les droits sur ces créations-là. C'est surtout en fait que la plupart des auteurs commencent à se barrer chez Heavy Metal pour faire ces histoires. Hein. Et tu crois pas si bien dire en fait, parce que donc ils vont créer Epic Illustrated et comme je disais avant, c'est vraiment la fin de comète pour les magazines chez Marvel. Mais par contre, il y a un petit magazine qui commence à cartonner et ça, Marvel, ça leur plaît pas. Ils aiment pas quand il y a des gens qui sont sur un créneau sur lequel ils pourraient être et que ces gens-là cartonnent. Ils se disent, ah bah, si eux ils cartonnent, on pourrait le faire aussi. Donc du coup, ces petits nouveaux de Heavy Metal, on va se les faire. Et Heavy Metal, donc, est un magazine très inspiré par la bande dessinée européenne, qui avait vraiment un énorme succès parce qu'ils étaient très très irrévérencieux et c'était les premiers dans ce genre-là à l'époque. C'était le pendant américain de Metal Hurlant, notre bonne vieille BD française, tout simplement. Donc Marvel se dit, ok, il y a Heavy Metal, pourquoi pas nous? Alors, Rick Marshall, qui était éditeur à l'époque, il va décider donc de lancer ce nouveau magazine ersatz de Heavy Metal, et il va appeler ça Odyssey. Sauf que bien avant le lancement du premier numéro, Marshall se rend compte qu'il y a déjà eu 7 magazines qui s'appelaient Odyssey. Bah, c'est un peu le problème quand tu prends un nom générique, quoi. C'est ça. Du coup, il va changer de nom pour le faire devenir Epic Illustrated. Et donc, c'est Rick Marshall à qui on doit ça. Sauf que Rick Marshall, il va contribuer au lancement du Mac, mais il va jamais le voir à sa création parce qu'il va se faire virer par Marvel avant ça. Et il va être remplacé par Archie Goodwin, dont on parlait tout à l'heure, en septembre 79, quelques mois avant la sortie du premier numéro. Et c'est au printemps 80 qu'est donc lancé Epic Illustrated. Et l'idée est toute simple. Tout est permis ou presque. Et comme je le disais, hein, le magazine va permettre à ses auteurs de garder les droits de propriété et les droits d'auteur. C'était vraiment assez novateur à l'époque. Hein. Oui. Pour Marvel, en tout cas, ça l'était. Bah, chez les Big Two, tout simplement, hein, parce que même DC faisait pas de Creator Owned à l'époque. Hein. Bah, les autres magazines qu'avait Marvel à l'époque, c'était surtout des trucs de licence. C'était leur propre licence. C'était Conan, c'était La Planète des Singes, ou sinon ils créaient leur propre licence qui pouvait pas sortir en comics, mais ça restait la propriété de Marvel. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là, normalement, que t'es censé me demander, mais on y trouve quoi dans Epic Illustrated? Bah oui, on y trouve quoi dans Epic Illustrated? Alors, dans chaque numéro, il y avait une histoire principale, plus quelques feuilletons réguliers, parce qu'il fallait quand même que le lecteur ait envie de revenir, et des petits courts one-shot. Alors, on y trouvait principalement des histoires de genre, on avait de la fantasy ou de la science-fiction, du polar, il y avait tout un large éventail de styles, et on y trouvait aussi des histoires de super-héros. D'ailleurs, dans le numéro 1, il y a une histoire très célèbre du surfeur d'argent, d'une 50aine de pages, écrite par, je te le donne en mille, Stan Le Man, et dessiné par John Buscema. The Answer, si je me rappelle le titre. Pardon? The Answer, si je me rappelle le titre. Ah, je me souviens plus du titre. Je l'ai lu, mais je me souviens plus du titre.
Ce dont je me souviens de ce titre-là, c'est que ça donnait vraiment la part belle à Buscema. On avait des pages entières, en fait, avec juste un dessin. C'était pas l'histoire en elle-même qui était intéressante, c'était vraiment pour le dessin. Ouais, non, puis c'est surtout, en fait, le format magazine qui est quand même plus grand que le format d'un comics classique. Le papier était plus sur un papier un peu, on va dire un peu glacé. En plus, j'ai oublié de le préciser, mais Epic sortait en couleur, ce qui était pour les magazines. C'était assez rare à l'époque, les magazines de comics. Donc, effectivement, on avait des belles planches avec des grands formats, des beaux dessins. C'était chouette. Alors, parmi les artistes auteurs qui ont participé au magazine, on a des grands noms du comics. Donc, j'ai cité John Buscema, mais on peut citer entre autres Jim Starlin, John Byrne, Terry Austin, dont j'ai parlé tout à l'heure, Wendy Pini avec ElfQuest, qui est passé dans Epic Illustrated. Oui. Barry Windsor Smith, Bernie Winston, vraiment que des grands noms. Pour un magazine qui a duré qu'une 30aine de numéros. Et les covers qui étaient absolument divines, quoi, de chaque numéro. C'est à chaque fois en fait les covers ont rien à voir avec le contenu, c'est juste ils faisaient appel à des grands auteurs comme Richard Corben notamment et lui disaient fais-nous une couverture. Et d'ailleurs j'ai mis dans le billet les covers des numéros 15 à 20 parce que c'est dans ces numéros-là que sont sortis Last of the Dragons et chacune des covers est magnifique. Mais effectivement ça n'a rien à voir avec Last of the Dragons, aucune d'entre elles. Vraiment chaque cover est une véritable œuvre d'art à part entière. Mais bon, quand tu prends Richard Corben ou Paul Gulacsi, tu prends pas trop de risques pour avoir des belles covers. Alors il y a des personnages mythiques qui sont nés dans ce magazine. Alors je vais en citer qu'un, mais j'aimerais bien qu'on en parle un jour. Et d'ailleurs, on va en parler un jour. C'est le personnage Dreadstar qui a été créé par Jim Starlin et qui apparaît dans l'issue numéro 3. C'est un personnage qui va connaître son heure de gloire un peu plus tard, notamment chez Epic Comics puis chez First. Mais vraiment, on va vous en reparler un jour. Mais justement, tu parles de Epic Comics. C'est quoi la différence entre Epic Comics et Epic Illustrated? Alors Epic, c'est un spin-off à Epic Illustrated qui est dans 82. C'est exactement sur le même modèle que Epic Illustrated. L'idée, c'est de laisser vraiment la part belle aux auteurs et aux dessinateurs pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais en plus, ils récupéraient des bandes dessinées d'ailleurs. Et là, c'est notamment là-bas qu'aux États-Unis est sorti Akira ou Blueberry de Jean Giraud. Oui, et puis le Garage hermétique de Möbius, Jean Giraud aussi. Pas mal. En fait, beaucoup de titres de Jean Giraud sont arrivés par le biais de Epic. Encore une fois, Marvel, toujours la même technique. Ils voulaient embêter Heavy Metal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré Möbius. Tu peux difficilement faire mieux, quoi. Je parlais tout à l'heure de la couleur dans le magazine. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est par rapport aux comics, il y avait une gamme de couleurs beaucoup plus large que le processus traditionnel d'impression en 3 couleurs qu'on avait à l'époque. Et en plus, beaucoup d'histoires et toutes les couvertures étaient peintes. Ce qui fait que, comme tu disais, elles sont toutes super, mais en fait, effectivement, ce sont des peintures. Oui. Et dans les autres trucs qu'on trouvait dans Epic Illustrated, faut pas oublier en fait que c'est là qu'on a vu les premières adaptations de Elric de Melanie Poney, donc le personnage très célèbre de Michael Moorcock. Donc Epic va s'arrêter, Epic Illustrated, en tout cas pas Epic. Epic va continuer pendant longtemps, mais Epic Illustrated va lui s'arrêter en 86. Le problème de ce magazine, c'est qu'il coûtait très cher à produire. Et les ventes, qui ont été assez bonnes au départ, sont finies par s'essouffler et ça suffisait plus à assurer la viabilité économique du titre. C'est le lot de tous les magazines comme ça. Heavy Metal revient périodiquement à chaque fois, mais pareil, ça a du mal à subsister à chaque fois. Le magazine a été annulé avec le numéro 34, et alors là, les fans de l'époque ont pleuré toutes les larmes de leur corps, parce que dans les derniers numéros du magazine, il y avait un feuilleton qui était signé John Byrne et Terry Austin. Est-ce que tu connais cette histoire ou pas? Non, vas-y. C'est la toute dernière histoire de Galactus, donc qui s'appelle The Last Galactus Story, qui est sortie donc du numéro 26 au 34. C'était une histoire en 10 épisodes, sauf que là, il y en a eu que 9 qui sont sortis, et le 10e, il est jamais paru. Il est toujours inédit à ce jour, et John Byrne a révélé ce qui se passait dedans. Donc pour les auditeurs qui ont lu cette histoire et qui ne connaissent pas la fin, je peux vous la révéler. On y voyait la mort de Galactus, et c'est Nova, donc le personnage qui avait remplacé le surfeur d'argent à ses côtés, le personnage féminin, je sais pas si tu te rappelles de ce personnage. Si, ouais. C'était elle qui remplaçait Galactus en tant que dévoreur de planètes. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Epic Illustrated. On y reviendra sur ce magazine parce que énormément de très bonnes séries sont passées par là. Oui, puis des trucs très très cultes aussi. Electra Assassin de Miller et Sienkiewicz. Alors ça, c'est sorti dans Epic, je crois pas dans Epic Illustrated. Non, Epic Illustrated, il me semble bien, moi. T'es sûr? Je suis pas certain, moi. Il me semble que c'est chez Epic. Oui, on en reparlera en temps voulu. Tu me parlais de Pulps, mais principalement, là, ce comics, il parle d'Asie. Alors, est-ce que l'Asie était déjà représentée avant dans les comics et dans les Pulps, d'ailleurs? En fait, dans la culture américaine, à l'époque où sont nés les Pulps, être asiatique, c'était une mauvaise chose.
tu vivais vraiment pas bien. Parce que c'était une période où les gens étaient persuadés que les Asiatiques allaient prendre le contrôle du monde et qu'ils seraient une menace pour tous les Blancs, qu'ils provoquaient un grand remplacement de la population blanche. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Et on appelait ça la menace, le péril jaune, qui est encore un terme qu'on connaît très bien aujourd'hui, quoi. Ah, bien sûr. Ouais. Du coup, il était hors de question de représenter les Asiatiques comme des personnes dignes de confiance, et c'est l'origine d'un racisme anti-asiatique qui a été très très persistant dans le cliché. Mais le problème, c'est que les mystères de l'Orient enflamment l'imaginaire avec ces yogis qui défient les possibilités humaines et ces mythes et cultes étranges et exotiques. Par exemple, ne serait-ce que dans une œuvre relativement récente, il suffit de prendre Indiana Jones et le Temple maudit pour se rendre compte de la vision qu'on avait à peu près de l'Asie, quoi. Ouais. Du coup, dur de pas s'inspirer de tous ces mythes et ces possibilités bizarres pour divertir les masses. Et c'est donc dès 1916 qu'on voit apparaître un des personnages asiatiques les plus célèbres de la pop culture, le malfaisant Dr. Fu Manchu. Ah oui. Donc c'est le véritable cliché du méchant génie du mal chinois sadique avec ses moustaches et son costume très très folklore assez chelou. Ce personnage-là va inspirer plein d'autres personnages du même style, dont on peut citer ne serait-ce que Ming de Mongo, donc l'ennemi de Flash Gordon, dont rien que le nom en fait est une invitation à penser « Ouh, regardez, c'est un méchant chinois !» Mais comme je le disais plus haut, dans la culture asiatique, il y a plein de trucs qui fascinent aussi. Donc autant les récupérer pour divertir les foules. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver très vite avec tout un panel de personnages blancs, mais venus d'Asie. Donc on peut citer par exemple The Shadow, qui a appris les secrets des arts martiaux et des techniques bizarres dans la ville cachée de Shambhala dans l'Himalaya. Le fantôme du Bengale, qui fait régner la justice blanche dans les jungles du Bengale. Mandrake le magicien, qui a étudié au collège de magie caché au cœur de l'Himalaya. Le Green Lama, qui lui a étudié le bouddhisme au Tibet, et à Oxford, et à Harvard, et à la Sorbonne. Il a un cursus un peu bizarre, le mec. c'est très drôle à dire, le Green Lama, d'ailleurs. Et en fait, les héros asiatiques, à l'époque, donc on parle des années 30, ça n'existait pas. Dès que tu voulais créer un héros asiatique, ton éditeur il te faisait non, ça marchera pas. Par exemple, on va prendre le personnage de The Green Turtle, qui était un personnage pensé asiatique par son créateur, qui était lui-même d'origine chinoise. Mais comme l'éditeur était pas d'accord, en fait, on voyait jamais le visage du héros, soit il était toujours masqué, soit dans l'ombre, soit de dos. Donc en fait, lui, il avait pas d'avatar à la Clark Kent ou Bruce Wayne, quoi. Alors je t'interromps, mais le Green Hornet, ça date de quelle époque? C'est pas à peu près à cette époque-là? Si, mais le Green Hornet, l'asiatique qu'il y a dedans. Ah, c'est son sidekick. C'est un larbin. Ah. Dans les premières versions du Green Hornet, ce n'est qu'un pur larbin, Kato. Et les Chinois, en fait, en général, on en faisait surtout des ennemis. Donc on peut citer par exemple, je parlais du Shadow, sa némésis, c'est un Chinois qui se prend pour l'héritier de Gengis Khan et qui se fait appeler Shiwan Khan. Donc tous les clichés du même style étaient très persistants, puis ont été diffusés dans tous les médias. Par exemple, tu sais que j'aime Audrey Hepburn d'amour. Ouais, je crois qu'on est plusieurs sur le coup, de toute façon. Donc, Et t'as déjà vu Breakfast at Tiffany's? Ouais, bien sûr. La prestation de Mickey Rooney dans ce film. Elle est gênante. Ah non, mais tu me feras pas mal dire de mal de Mickey Rooney. Déjà, parce que j'ai rien contre les petites personnes. La preuve, je fais un podcast avec toi. Mais sa prestation, c'est ultra gênant avec le recul, quoi. Ah ouais, c'est comme tu disais, c'est les standards de l'époque. Ouais. C'était le bon ton de l'époque de se moquer de l'asiatique. Quand tu regardes ça maintenant, tu fais ouh là 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 là. Tu fais ça aujourd'hui, mais ça fait un scandale, quoi. Donc pour expliquer, en fait, Mickey Rooney, si je me rappelle bien, c'est le propriétaire de l'appartement d'Audrey Hepburn, qui est d'origine japonaise. Donc Mickey Rooney, il y a pas moins japonais que lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il a pris du scotch, il s'est scotché la gueule pour avoir les yeux bridés, il s'est peint le visage en jaune et il porte un dentier avec toutes les dents très avancées. C'est assez honteux quand même. Ah oui, il s'est fait la tête du chinois dans Lucky Luke, quoi. Voilà, c'est ça. Et dans le même registre, t'as Marlon Brando qui dans un film joue un japonais. La prestation est tout aussi gênante. À la rigueur, en moins gênant parce que pour l'époque, c'était un peu plus dur. Je pense surtout aux adaptations de Fu Manchu avec Boris Karloff ou Christopher Lee par la suite. Mais rien n'aurait pu n'empêcher de prendre un vrai chinois plutôt que de grimer en jaune des acteurs, quoi. Et donc Boris Karloff, lui, c'était Fu Manchu, et il y a eu beaucoup de copies qui sont devenus des personnages célèbres. Genre un certain ennemi de Bond, James Bond, le Dr No. Bah oui, le Dr No est japonais, oui. Et chinois. Ouais. Ah, parce que je pensais aussi à Goldfinger en même temps, ouais. qui est aussi le comment il s'appelle ce personnage avec le chapeau. Oui, je me rappelle plus de son nom, mais celui qui a les chapeaux très coupants.
Ouais, c'est ça. Mais dans le Dr No, qui lui est vraiment une représentation du génie du mal asiatique, quoi. Ouais. Pourtant Mais l'acteur était chinois ou parce qu'il est... Non, l'acteur était absolument pas chinois, hein, donc. Ouais. Mais au-delà de ça, là on parlait des larbins avec Kato. Il y a aussi les larbins militaires comme gros clichés qui ont été très persistants. Donc notamment dans les comics, hein, faut savoir qu'en fait toute la période entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin même pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au retour en grâce des super-héros, Batman, Wonder Woman ou Captain America ont passé leur temps à tabasser les Japonais militaires avec des tronches très très bizarres en les traitant de chiens jaunes. Ah bah si tu te souviens de l'épisode qu'on a consacré à Superman, dans les dessins animés Superman qui de la compagnie Fleischer qui passait pendant la guerre, les méchants c'était les jaunes. Hein. Oui, non mais voilà, c'était vraiment des chiens jaunes, c'était les insultes, physiquement c'était bizarre. Même par exemple en larbin tout court, tu parlais de Kato, mais je vais parler d'un personnage créé par un de tes dessinateurs favoris, Will Eisner. Will Eisner est connu pour avoir créé un personnage, on va dire, au racisme ambigu avec Ebony White, le jeune sidekick du Spirit, mais il a pas fait mieux avec les Asiatiques dans la série Black Hawks. Donc sur une équipe d'aviateurs, c'est une série qui appartient à DC sur des aviateurs militaires, tous en uniforme, sauf un personnage, le personnage de chinois qui s'appelle Chop Chop, qui a une gueule complètement caricaturale et qui est habillé en costume traditionnel chinois. Chop Chop déjà. Ouais, non voilà quoi, c'est là le cliché du racisme, t'as coché toutes les cases quoi. Un des autres clichés, en fait, bah là on va passer du côté des femmes. Il y a deux représentations possibles des femmes asiatiques dans la culture pop. D'abord, ce qu'on appelle les Dragon Lady. Donc en hommage au personnage éponyme de Terry and the Pirate de Milton Caniff. Mm-hmm. Donc les Dragon Lady, c'est des prédatrices sexuelles fatales. C'est en fait la femme fatale asiatique, quoi. On peut retrouver ça dans des personnages très récents, genre Lady Shiva chez DC, Cheshire, qui est donc une tueuse asiatique, Talia Al Ghul, correspond à ça. Mais on trouve aussi le cliché totalement inverse, les femmes pures et innocentes et en mode carpette totale. La geisha. Bah même pas quoi. En fait, on appelle ça parce qu'il y a un langage du racisme asiatique. J'ai découvert ça pour l'émission. On appelle ça des lotus flowers, donc des fleurs de lotus. Ah oui, ok. Ouais. On en trouve dans quasiment tous les pulps des années 30, mais on en trouve encore des traces dans des œuvres assez récentes. On peut penser à Karate Kid 2 avec la copine japonaise que va rencontrer Daniel San et Mariko, la fiancée de Wolverine dans la saga des X-Men, qui va commencer vraiment sa carrière en tant que paillasson au kimono quoi. La meuf elle a zéro personnalité. C'est juste une meuf habillée en kimono. Voilà. Et ça date quand même des années 70 voire 80 quoi ça. Et bon, forcément le personnage a beaucoup évolué et s'est révélé très intéressant, mais de voir que les clichés sont aussi persistants que ça, c'est assez dramatique. Mais la période de la guerre froide, c'était encore plus ou moins la guerre froide et ça a permis la création de trucs bien chelous et racistes. J'ai un personnage de chez DC que j'aime beaucoup, Egg-Fu. Est-ce que tu connais ce personnage? Non, je connais pas ce personnage. Donc c'est un personnage créé dans Wonder Woman. Egg-Fu, c'est un œuf géant chinois jaune avec des moustaches. Voilà. Ça date de quelle époque, ça? Ça doit être les années 60, 50, 60, c'est ça. Le personnage, on l'aperçoit dans la série 52, notamment. D'accord. Où il fait partie du conseil de génie du mal réuni, dans une des trappes. On peut aussi citer, on tape sur DC avec Egg-Fu, mais on va taper aussi sur la concurrence, Marvel, avec Fin Fang Foom, qui est donc un dragon chinois extraterrestre, qui de temps en temps provoque des problèmes quand on le réveille. Et surtout, en fait, il a une technologie extraterrestre qui consiste en des anneaux qui donnent des pouvoirs particuliers. Et si je te dis anneau Marvel, tu penses forcément à un personnage, et chinois bien sûr. Le mandarin. Et oui, voilà, en fait, le mandarin qui est totalement un Fu Manchu-like. Ils sont pas foulés avec le mandarin pour le coup. Voilà. Ah non, franchement, ils ont été très feignants. Mais le pire, c'est qu'en fait, quand ils ont créé le mandarin, Marvel possédait la licence Fu Manchu. Ouais. Et parce qu'en fait, ils aiment bien cette idée-là, même avant que ça s'appelait Marvel, quand ça s'appelait encore Atlas, ils avaient fait une initiative quand même pour essayer de changer un peu la donne, pour essayer d'éviter de faire que des méchants asiatiques. Donc ils avaient créé une série qui s'appelait Yellow Claw sur un super vilain Fu Manchuesque qui s'appelle la Griffe Jaune, qui voit ses plans se faire contrecarrer par un espion d'origine chinoise du nom de Jimmy Woo. Ou dans la même période, donc c'est milieu des années 60, chez DC, parce que quitte à donner un peu de bonnes choses chez Marvel, autant faire pareil
pareil chez DC, hein, ils vont créer donc le personnage du nippo-américain Karate Kid. Donc rien à voir avec les films. Hein. Karate Kid, là, c'est un super-héros du futur qui appartient à la Légion des super-héros. C'est le fils d'un maître du crime japonais et d'un agent secret américain et élevé par le plus grand maître en arts martiaux de la galaxie. Mais ça reste quand même un personnage nippo-américain, quoi. D'accord. Et justement, tu nous parlais de Kato, mais Kato, il a été réhabilité et il devient autre chose qu'un larbin pour devenir un véritable atout pour le Green Hornet, et notamment grâce à la série télé. Ouais, il était interprété par rien de moins que... La plus grande pop culture au niveau des arts martiaux de tous les temps, hein, un petit bonhomme qui s'appelait Bruce Lee. Ouais, c'est ça, qui a débuté donc à la télévision aux États-Unis. Voilà, qui jouait donc le rôle de Kato, qui à la base devait continuer de n'être que larbin pour le Green Hornet, mais le problème c'est que quand t'es l'un des plus grands artistes martiaux, quand on te demande d'aller, il y a une scène notamment dans le film Dragon, la légende de Bruce Lee, je sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr, je l'ai vu ce film, oui. Où justement le réalisateur lui dit écoute, tu rentres par la porte, tu descends les escaliers, tu viens libérer le Green Hornet et tu le laisses faire après pour combattre les méchants. Donc Bruce Lee arrive, ouvre la porte, fait un bond par-dessus tous les escaliers d'un seul coup, arrive et pète la chaise en deux pour libérer le Green Hornet. Voilà. Là, clairement, il a posé ses conditions. On arrête de faire de faire les débiles. Hein. Bruce Lee, après ça, va avoir la carrière énorme qu'on lui connaît, notamment en Chine, et surtout avec Opération Dragon, qui va vraiment l'ériger en méga star. Ouais, voilà. En fait, il va avoir une influence sur le monde en général, mais également un léger impact sur le monde des comics. Je dis bien léger, et c'est même pas ironique. Parce qu'en fait, la renommée de Bruce Lee a amené le monde à s'intéresser au cinéma asiatique, et ce même cinéma a inspiré les auteurs de comics pour créer des personnages qui tous sont loin d'être des succès commerciaux, mais qui ont tous un statut culte. Dans les copies pures et dures de Lee et du cinéma chinois de la Shaw Brothers, par exemple, on peut citer 3 exemples parlants. Tout d'abord, en 72, Marvel sort un titre basé sur la licence Fu Manchu, mais plutôt que de baser leur histoire sur les actes du criminel, ils se sont inspirés de leur propre travail sur Yellow Claw et vont raconter les aventures de l'antagoniste de Fu Manchu. Le fils de Fu Manchu lui-même qui décide de combattre son père, c'est Shang-Chi, maître du Kung Fu, donc dans la série Master of Kung Fu. Son côté, DC va répliquer en 74 avec la série Richard Dragon Kung Fu Fighter. On parlait tout à l'heure. Voilà. Qui raconte l'histoire d'un jeune américain qui vit de petits vols à Tokyo, qui se fait choper à voler une statue dans un dojo, et du coup, le maître, pour le punir, il va lui apprendre les arts martiaux. Ouais, ça te rappelle un peu le début de Bloodsport, je pense. Je ne connais pas. Jean-Claude Van Damme, je ne connais pas. Et donc, ce Richard Dragon, il va devenir le plus grand pratiquant d'arts martiaux au monde. Et notoirement, il va être le sensei d'à peu près tout ce qui touche de près ou de loin aux arts martiaux chez DC. Chez DC. Ouais, c'est ça. À commencer par Batman. Problème, c'est que tous ses partenaires, le peu de partenaires qu'il va avoir, ils vont tous se tourner vers le crime après. Donc Lady Shiva dont on parlait tout à l'heure, ou Bronze Tiger qui était carrément son partenaire dès l'enfance dans le dojo. Tom King a utilisé récemment d'ailleurs Bronze Tiger. Bronze Tiger qui lui-même est le sensei de Cassandra Cain, qui est donc une ex-Batgirl qui est fille de David Cain, l'autre sensei de Batman. Donc les comics c'est du soap. Faut suivre. Voilà. Bon, depuis Richard Dragon, il a pris sa retraite dans une ville cachée dans l'Himalaya et la dernière fois que je l'ai vu, il entraînait Renée Montoya pour qu'elle devienne The Question. Donc la même année, Marvel nous sort Iron Fist, donc l'histoire d'un jeune américain qui apprend les arts martiaux dans une ville cachée de l'Himalaya avant de revenir à la civilisation. J'ai l'impression que tu refais les mêmes pitchs que ceux qu'il y avait dans les années 40. Non, mais au-delà de ça, il y a un petit problème, c'est qu'avec toutes ces villes cachées en Himalaya, en fait, c'est le pays le plus peuplé du monde, mais tu les trouves pas, les gens, quoi. Et là, tu parles que l'univers Marvel est DC, parce que chez Valiant, il y a exactement la même chose. ouais, avec Ninja, oui, tout à fait. Et donc, les aventures de Iron Fist, celles de Shang-Chi, vont être publiées dans un magazine, comme tu en parlais tout à l'heure, Deadly Ends of Kung Fu, aux côtés de séries sur les Daughters of Dragon. Donc, c'est une série qui met en scène Misty Knight et Colin Wing, donc 2 personnages assez récurrents de l'univers de Iron Fist et Power Man. Les Sons of Tiger, un trio un peu dans le style United Color of Benetton, qui combat le crime grâce au Kung Fu et au pouvoir d'une amulette magique qui se partage en 3, un peu comme dans le film Double Dragon, quoi, pour te rappeler des bons souvenirs. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont décider de jeter l'amulette, pas besoin. Mais du coup, l'amulette, ça va donner la 4e série du magazine, vu que c'est un portoricain qui va récupérer des pouvoirs magiques en récupérant le médaillon, et ça sera White Tiger. Ça devient compliqué, quand même. Mais quand est-ce que tu parles des Tortues Ninja? Ça, les Tortues Ninja, c'est un peu plus tard, parce qu'en fait, l'autre impact des films d'arts martiaux, ça vient pas des films de Hong Kong.
mais bel et bien en fait du Japon. Notamment 2 séries de films, donc Zatoichi et Lone Wolf and Cub. C'est 2 séries, je crois qu'il y a au moins une vingtaine de films au total hein, quand même. Ils ont un impact énorme sur la vision du samouraï pour les Américains et plus spécifiquement pour un Américain, un certain Frank Miller. Ah mais attends, là tu parles de films, est-ce que tu es avant ou après? T'étais bien après les 7 samouraïs? Ah oui, très largement après les 7 samouraïs, oui. Parce que Kurosawa a dû avoir un impact énorme aussi sur les Américains. Oui, mais le truc en fait, c'est que la vraie vision du samouraï, elle vient de ces films-là, qui étaient très à la mode dans les années 70 aux États-Unis, à tel point que dans les premiers mangas qui ont été publiés aux États-Unis, on trouve Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike, donc le scénariste de Craig Freeman, oui. Et Goseki Kojima, qui vont juste influencer Frank Miller pour faire Ronin. Mais en fait, ces influences des films Zatoichi et Lone Wolf and Cub, on les trouve déjà dans Daredevil. Et même avant, on y trouve carrément dans sa mini-série qu'il avait fait avec Chris Claremont sur X-Men. Enfin, sur Wolverine. Sur Wolverine, ouais. Tout dans le travail de Frank Miller du début des années 80 transpire le film japonais, donc ce qu'on appelle le Shambara. Et plus on avance dans l'histoire, par exemple, de Daredevil, plus on passe d'un simple super-héros à un samouraï déchu. De la même manière, en fait, c'est des découpages novateurs à l'époque que, comme je disais, O'Neill poussait Miller à faire. Ça transpire de références au cinéma de ça, que ce soit dans le cadrage, la pose ou la manière de gérer les contrastes entre l'ombre et la lumière. Notamment, comme tu le disais, le travail de Kurosawa a une énorme influence là-dessus sur Miller. Notamment, oui, Les 7 samouraïs, qui est un des plus grands films du monde, en éclair. Donc, on parlait de Chris Claremont et de son run sur Wolverine avec Frank Miller. Justement, en fait, ce personnage-là, on se retrouve aussi avec une vraie influence samouraï. Là, Wolverine devient un vrai samouraï, quoi, dans les années 70. Il va prendre un tournant dramatique en 82 avec la mini-série, qui est notamment, honnêtement, le combat final est l'un des plus beaux combats finaux que j'ai vu dans un comics. Frank Miller, à cette époque-là, il était au top de son talent. Oui. Non, et la conclusion du combat, elle est juste incroyable. C'est très très respectueux du cinéma asiatique. Et justement, le cinéma asiatique, s'il influençait Miller, en fait, Miller et son travail sur Daredevil, donc de ramener plein de ninjas, des histoires de samouraïs. On y arrive aux tortues. Là, justement, t'as des auteurs, ils se sont dit, non, ça devient quand même ridicule. Là, on va se foutre un peu de leur gueule. Ouais. Et ça donnait donc les Tortues Ninja de Eastman et Laird. Donc, les Tortues Ninja, c'est quoi? C'est vraiment juste à la base une parodie de Daredevil. Ou alors Daredevil, à cause de produits chimiques, il a perdu la vue, mais a eu des pouvoirs. Là, on fait la même chose avec des tortues. Si Daredevil, il se bat contre la main, eux, ils vont se battre contre le plan des pieds. Et en fait, voilà, c'est justement les Tortues Ninja montrent la manière dont la culture asiatique a été absorbée et recrachée par l'Amérique. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'elle mange des pizzas. C'est japonisant parce qu'il y a le sensei, j'ai oublié son nom évidemment. Splinter, voilà, qui est lui-même un maître japonais, mais les tortues, elles sont vraiment typiques, vraiment américaines. Voilà, c'est vraiment la série Tortues Ninja, ça montre en fait la période Frank Miller montre la manière dont les auteurs rêvaient un certain Japon. Les Tortues Ninja, ça montre la manière dont eux ils ont compris ce que les autres avaient rêvé, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, en fait, il y a eu des gens qui ont rêvé le Japon, il y en a d'autres en fait, ils en ont un peu créé des outils de cauchemar dont tu vas nous parler. Ah oui, mais alors là par contre là c'est que du bonheur, parce qu'on va parler de la ninjaploitation, qui est un genre qui il y a plusieurs types de films de ninja. Alors je vous préviens tout de suite, on va pas parler des bons films. Moi, les bons films de ninja, ça ne m'intéresse pas. Mais en gros, pour moi, il y a 4 types de films de ninja. Alors, est-ce que tu peux me citer quel genre de type de film de ninja auquel tu peux penser? Avec un petit indice déjà, les ninjas viennent de quel pays? Du Japon, théoriquement. Donc, le premier style de film de ninja, c'est les films japonais. Oui. Alors là, c'est pas très marrant parce que les Japonais, en fait, ils prennent ce genre plutôt au sérieux et c'est pas vraiment un cinéma d'exploitation. Hein. Donc, à tel point que les tout premiers films de ninja, en fait, c'est des films muets qui datent des années 10. Le tout premier, donc j'ai pu répertorier, date de 1912. Alors, je suis loin d'être un expert. Hein. La liste des films de ninja japonais, elle est longue comme le bras. Aussi bien en prise de vue réelle qu'en animé d'ailleurs. Alors, par contre, si on veut vraiment s'intéresser aux films d'exploitation, il y a quand même des sous-genres aux films de ninja. Et il y en a un notamment. Il y a des films de ninja érotiques japonais avec plein de séries. Alors, j'ai regardé, mais il y a un nombre de films, mais t'as pas idée. Et il y a plein de séries à succès, donc qui ont des séries de films de 7, 8, 9 films. Oui, mais ça c'est normal avec le Japon. Alors au Japon, c'est des succès à la Emmanuel qu'on a pu avoir nous. Alors, deuxième type de film de ninja.
On reste en Asie. Les ninjas chinois. Exactement, parce que les La Chinois, Golden Harvest. ils doutent de rien. Enfin, c'est pas vraiment chinois, c'est plutôt en fait le cinéma hongkongais. Hongkongais, ouais. Alors là, c'est beaucoup plus drôle, parce qu'on doit remercier une personne. Est-ce que tu connais son nom à cette personne qui a fait le film de ninja japonais, chinois? C'est Godfrey Ho. Alors son surnom, c'est le Ed Wood du cinéma de Hong Kong. En tout, il a réalisé plus de 100 films. Et je vais être honnête, mais c'est une insulte pour Ed Wood. Alors, il a fait plus de 100 films, dont plus de 80, juste entre 1980 et 1990. Alors, si je devais retenir qu'une expression pour caractériser cette personne, ce serait sans scrupule. Entre 85 et 89, O va réaliser toute une série de films d'arts martiaux réalisés avec la technique qu'il appelait lui-même du coupé-collé. Alors en gros, ça consistait à filmer une grande quantité de combats de ninja, un peu importe n'importe quoi. Alors c'est là les fameux combats de ninja qu'on a, tu sais, avec des pyjamas orange, jaune fluo, c'est lui tout ça. Bah oui, non mais des guerriers furtifs, c'est normal. C'est ça. Alors il filmait ça, c'était son truc, lui il filmait les combats de ninja. Puis il filmait quelques séquences au hasard, mais vraiment au hasard, il s'en fichait, il filmait tout ce qu'il pouvait. Puis après il mélangeait tout avec des séquences de films qui existaient déjà. Alors c'était des films asiatiques. Alors c'était des films soit qui étaient incomplets, soit abandonnés, ou alors qui étaient pas trop connus, mais c'était pas du tout des films d'arts martiaux, hein. Lui, il allait piquer des scènes dans des films, dans des comédies, dans des films policiers, peu importe. Mais le pire, c'est qu'il allait pas seulement piocher donc chez les films chinois, parce qu'il allait piquer aussi des séquences d'action dans des films philippins, dans des films thaïlandais. Puis il mélangeait tout ça dans un seul film. Mais bien sûr. À tel point donc que tu reconnaissais que lui, il est pas du tout chinois et ça se voit qu'il est thaïlandais. Il s'en fichait. Et après, alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait le son de toutes les séquences et il faisait le doublage en post-prod. C'était le message à caractère informatif 20 ans avant, quoi. Alors par contre pour la photographie, tant pis, si ça passait d'une lumière à l'autre, c'était pas très grave. Voilà, mais à tel point qu'à la fin, c'était impossible de savoir quel était le pourcentage de scènes qu'il avait réellement tourné lui pour les besoins de chaque film. Mais en gros, il a utilisé la technique qu'a utilisé Saban et Levy plus tard avec Power Rangers. Et ouais. Alors, sauf que là, c'était vraiment à très très grande échelle. Et puis, alors il s'arrêtait pas là, parce que même le marketing, il faisait du coupé-collé sur le marketing, parce que pour les titres des films, il prenait Ninja à chaque fois, puis il le mélangeait à un titre de film existant, souvent un film américain. Terminator Ninja. Il y a Terminator Ninja. Alors mon préféré, il y a Ninja Force, mais mon préféré, ça reste Full Metal Ninja. Il faut que je vois celui-là. Non, moi j'aimerais bien voir un truc qui s'appelle Autant n'emporte les ninjas, quoi. Ouais, ça doit exister. Il a dû le faire. Alors pour les musiques, il s'embêtait pas non plus, parce qu'il piquait tout. Donc il a piqué la musique de Star Wars, de Star Trek, de Miami Vice. Il piquait du Pink Floyd, du Vangelis, Tangerine Dream. Oh, ça marche bien, je vais le mettre. Mais c'est pas lui aussi qui a inventé le film 2 en 1? Si, en fait, il y a plusieurs noms pour qualifier ses films. Alors vraiment, ce que lui qualifie ses films, c'est le coupé-collé. Mais le 2 en 1, c'est lui aussi. Ouais. Alors, à tel point qu'on n'est pas tellement sûr du nombre exact de films qu'il a réalisé, parce que des fois, il avait un peu honte de ce qu'il faisait, donc il prenait un pseudo. Et puis il arrive à avoir honte. Ah ouais, enfin, lui, il t'arrête de rien. Alors, bon, c'est fini pour le cinéma chinois. Troisième type de film de ninja auquel tu peux penser. On a fait le Japon, on a fait la Chine. Ah oui, la Canon. Bah oui. Parce que là, on a parlé du Margoulin numéro 1, mais bon, il y a les deux suivants, là, les deux de la Canon. Alors eux, ils ont une fibre artistique un poil plus développée. Alors, en gros, pour faire vite, la Canon, c'était une maison de production qui était dirigée par deux gars. C'est deux cinglés deux vrais cinglés de cinéma pour le coup, Menahem Golan et Yoram Globus. Et ils se sont spécialisés dans les années 80 dans les films d'action de série B. Il y a beaucoup de stars qu'on connaît toujours aujourd'hui qui leur doivent leur carrière, comme Chuck Norris ou Jean-Claude. Voilà. Et d'ailleurs, je vous incite à aller écouter les podcasts de nos copains VHS et Canapé qui ont fait un numéro spécial sur la Canon, qui est absolument phénoménal. Et sur un numéro spécial sur Jean-Claude aussi. Aussi sur Jean-Claude. Ouais. Bon, de toute façon, ils vont sûrement en faire un sur Chuck Norris un jour ou l'autre. C'est pas déjà fait? Je crois pas. Je sais pas. S'ils en ont fait un, je l'ai pas entendu alors. Alors la Canon, pour le coup, on va leur devoir une vraie ninja mania aux États-Unis. Et ce, grâce à 3 films qui vont constituer ce qu'ils vont appeler eux-mêmes la trilogie des ninjas. Alors, Enter the Ninja, Revenge of the Ninja et Ninja 3. Alors, le tout premier film, il est réalisé par Golan lui-même. Et ils se disent, bon, on va faire une histoire de ninja, mais ce serait bien qu'on ait une star. Donc on va demander à Chuck Norris, qui est notre star locale, de jouer dedans. Chuck Norris, il fait, ouais, moi je veux bien jouer ninja, mais vous me mettez pas un masse sur la tête. C'est un peu gênant pour jouer un ninja. Ouais, t'es vachement moins furtif avec ta moustache et ta barbe. Du coup, ils vont prendre un autre acteur à moustache, qui était le deuxième sur la liste. Ils vont prendre Franco Nero. Qui est un peu moins connu que Chuck Norris maintenant, mais qui à l'époque avait eu son petit succès, notamment était connu pour avoir joué Django dans de Corbucci, dans des westerns spaghetti. Alors Franco Nero, tu le connais pour avoir joué le méchant dans un film très connu. Est-ce que tu te rappelles dans quel film tu l'as vu? Non.
C'était le méchant dans Die Hard 2. Oh oui. C'était lui qu'on devait libérer. Oui. Le colonel ou le général sud-américain quelconque. Franco Nero, pour le coup, c'est un bon choix. Moi, je trouve ça un acteur vraiment intéressant. Un peu comme Terence Hill, c'est pas un très bon acteur, mais il a un très beau regard. Ouais. Donc il a un vrai charisme. Le problème de Franco Nero qui joue un ninja, c'est que Franco Nero il sait pas se battre. Et donc Franco Nero, quand on voit toutes ces scènes dans le film, ce film il est fabuleux, faut absolument le voir. On lui met un nunchaku dans les mains, ça se voit que c'est la première fois de sa vie qu'il a un nunchaku dans les mains. Donc en fait il fait ce que toi tu ferais avec un nunchaku, tout n'importe quoi. T'as le bras tendu puis tu fais tourner. Il fait vraiment n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, ce qu'ils font, c'est que les Franco foutent à cagoule, puis là ils vont demander au Chinois qui est en face, qui est censé jouer le méchant, vas-y, tu vas aussi jouer le gentil. Donc là, tu vois que d'un seul coup, Franco Nero, qui savait pas servir du nunchaku, d'un seul coup, ça devient un expert. Normal, il apprend vite. Alors, ce film est fabuleux. Les suites également. Alors, les suites, ils sont pas embêtés parce que pour le coup, le fameux méchant du premier film, il va devenir le gentil des deux films suivants. Tant qu'à faire, autant prendre un gars qui s'y connaît vraiment en art martial. Et donc, c'est eux qui vont donc, dans ces films-là, qui vont lancer la carrière de Sho Kosugi, qui lui vraiment était vraiment très fort. Hein. Et les deux films suivants, au niveau des combats, ça vaut vraiment le coup. Oui. Alors, le problème de Sho Kosugi, qui était excellent, mais c'est qu'il était japonais. Et Golan et Globus, eux, ce qu'ils se disent, non. Il nous faut autre chose qu'un acteur japonais pour jouer la star de nos films. Et c'est là qu'on arrive à le quatrième titre de film de ninja, qui est une catégorie à lui tout seul. Tu as compris de quoi je parlais. Le Michael Dudikoff ninja. C'est ça, les films de Michael Dudikoff qui sont un genre à eux tout seul. Alors Michael Dudikoff, on peut pas dire que ce soit un grand acteur. Non, on peut pas dire ça, je te le conseille. Mais par contre, il a un peu comme Franco Nero, je trouve qu'il a un vrai charisme. Alors, j'exagère un petit peu aussi. Il est beau garçon, quoi. Voilà. Il a un peu une dégaine à la Dolph Lundgren, mais... Ouais, alors qu'il est d'origine russe, par contre, Michael Dudikoff, comme son nom l'indique. Oui, ça se voit. Mais bon, il va faire donc les fameux chefs-d'œuvre que sont les American Ninja. Le tout premier qui s'appelle American Ninja et les 4 suites. Alors, seulement les 2 premiers sont produits par la Canon et les suivantes, ce sont d'autres studios qui s'en occuperont. Alors moi, mon préféré, c'est le second. Donc, le titre français est très connu, c'est le Ninja Blanc. Alors, dans le second, Michael Dudikoff, il combat des anciens marines qui ont subi des lavages de cerveau pour joindre une armée de ninja contrôlée par un baron de la drogue. J'adore ce film. Moi, ce qui me faisait rire avec la saga de Dudikoff, c'est que plus on avançait dans la saga et plus en fait sur les affiches, il portait de moins en moins de vêtements. Sur la première affiche, tu le vois en tenue ninja complète. Sur la deuxième, tu le vois sans le masque. Et sur le troisième, tu le vois torse nu. Mais alors, ce qui est fou, par contre, c'est qu'on pense à la Canon, on pense à film tout pourri, mais les meilleurs Dudikoff, c'est ceux qui ont été produits par la Canon. Oui. Alors j'allais dire le 3, le 4 et le 5, mais en fait le 5 il joue pas dedans, il fait que le 3 et le 4 parce que après le 4 il en avait marre de jouer les ninjas. Dudikoff, il a dit à son agent, tu vas me trouver des rôles sérieux. Bon, il a rien fait d'autre après. Sa carrière s'est terminée avec ses rôles de ninja blanc, mais bon. T'es un peu tagué, quoi. C'est ça. Donc du coup il a viré son agent pour qu'un autre agent lui trouve des rôles sérieux. Bon, il aurait mieux fait de garder son premier agent et il continuerait à faire des films de ninja aujourd'hui. Mais bon. Ah oui. Alors je vais juste conclure en vous disant que au-delà de nos copains de VHS et Canapé, si vous êtes intéressé par les films d'exploitation de ninja, allez consulter le site référence à la matière. Je veux bien sûr parler de Nanarland. Ah oui, et puis d'aller écouter leur tout nouveau podcast. En plus, ils viennent de sortir un épisode qui est dédié aux ninjas. Alors, leur podcast, moi, je le trouve, sur les ninjas, je le trouve vraiment sympa, mais ils font pas vraiment un listing des films de ninja. Ils picorent un petit peu dans le genre en parlant de quelques films en particulier. Mais c'est toujours intéressant à écouter. Mais comme tu dis, leur site est eux, c'est des vrais experts, c'est pas comme nous. Voilà. C'est mérite. Mais c'est marrant, en fait, cette ninja exploitation, elle a eu un impact aussi sur les comics. En fait, si tu prends les personnages, par exemple, dans G.I. Joe de Snake Eyes et Shadow, ils sont plus proches de la vision du ninja de la Canon que de la vision de Frank Miller. Clairement. Là, tu sens bien du Dudikoff dedans. Mais pour le coup, c'est vrai que le film de ninja, en tout cas aux États-Unis, il a toujours été pris un peu à la rigolade. Disons, quand tu vois des films, tu peux pas le prendre au sérieux, quoi. Comme tu disais, là, les films de Godfrey Ho, ou alors il allait embaucher des acteurs américains pour jouer les scènes de comédie. Richard Harrison, dans les films de Godfrey Ho, il a été embauché pour jouer dans 4 ou 5 films. Il s'est retrouvé dans 60 films. À tel point que le fisc lui est tombé dessus, pour Harrison. Ouais, mais trêve de vanne, on va parler un peu des parutions VO de la Parce que bon, on vous parlait de Last of the Dragon, qui pour le coup est un super comics. Ouais, il y a des trucs sur les ninjas vachement bien, ça en fait partie. Alors c'est un super comics, mais alors pour le coup, c'est pas évident de le lire. Si on veut le lire en VO, en tout cas on peut, parce que récemment il est ressorti dans un volume collecté, sorti par un petit éditeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Dover, et donc qui a sorti alors dans un grand
grand format dans le format magazine de l'époque d'ailleurs. Oui, ils ont respecté le format de l'époque. Ouais, et on trouve toutes les planches et pas mal de bonus sur justement la jeunesse du titre. Il y a pas beaucoup de pages, c'est pas très cher et ça vaut le coup. Et en VF, comment est-ce qu'on fait pour le lire? Eh ben on le lit pas, malheureusement. C'est encore typiquement le genre de titre qui mérite un coup d'œil et qui passe totalement sous le radar. Ah, après je sais pas sur quel format ça pourrait sortir en VF ça. Hein. Ah bah moi honnêtement je le vois bien sortir chez un petit éditeur comme Weta quoi. Ouais. Ce serait typiquement leur style. Mais bon, je pense qu'on en a fini pour ce titre très... Ouais, après j'allais dire si vous pouvez lire l'anglais, chopez-le chez Dover, ça vaut le coup. Parce que c'est même pas besoin qu'on fasse de chiffres de vente, hein, vu que les chiffres de magazine. Ah ouais, non, de toute façon, en plus début des années 80, c'est très difficile à trouver. Et puis, non, ce qu'on sait, c'est que c'est sorti entre le numéro 15 et le numéro 20, et que c'était déjà, ça commençait à devenir difficile pour le magazine à cette époque-là. Donc mais c'est même pas sorti dans la version française de Epic Illustrated, quoi. Oui, parce qu'il y a une version française du magazine à l'époque. Ouais, c'est dommage. Mais donc, du coup, on va s'arrêter là. On va se quitter en musique, mais avant, on vous rappelle de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Ouais, Twitter, Facebook et tout ça. Voilà. De nous mettre 5 étoiles sur iTunes. S'il vous plaît, nous laissez un petit message aussi, c'est gentil. Ouais, non, le message, c'est pas grave, on veut les étoiles. Ouais, c'est les ninjas, hein, c'est les étoiles. Voilà, envoyez-nous des étoiles de ninja. Et donc, pour la musique, on a dessiné un petit groupe de chez toi. Bah non, attends, comment dire, je t'interromps, parce que là, on fait un titre américain qui parle de la culture japonaise, donc du coup, on va prendre une chanson norvégienne. Bah oui, normal. Donc, il y a un groupe norvégien qui nous fait du rock sudiste. Ça aurait pu être pire, on aurait pu prendre Diane Ward qui fait dont le chanteur s'appelle Ninja. Et ils ont un titre qui s'appelle Enter the Ninja. Non, donc on va se quitter avec Pristine et le titre de leur dernier album qui s'appelle tout simplement Ninja. Donc Pristine, c'est un groupe très sympa, on vous conseille de les écouter puis d'acheter leur disque. Allez, ciao. Salut.